On va parler de financement de l'innovation dans l'univers des petites et moyennes valeurs. On va commencer dans l'univers de la santé avec deux sociétés. Marina Ménadier, qui est directrice générale d'EOS Imaging, et Steve Roubaix, qui est le directeur des relations investisseurs d'Orpea. Donc deux sociétés, une dans l'univers des services et l'autre dans l'équipement médical, la technologie médicale. Et un débat animé par José Berros, qui est gérant à la financière de l'Échiquier. Ok, bien écoutez, déjà bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux aussi d'animer ce débat avec donc deux sociétés du secteur de la santé. Alors c'est toujours plus sympa d'organiser ou d'animer des débats avec des entreprises qui sont déjà de belles réussites, des entreprises qui sont en croissance, des entreprises qui sont sur des marchés qui sont globalement assez porteurs. Et donc les thèmes qui nous rassemblent aujourd'hui, donc il y en a trois. C'est premièrement l'innovation, un sujet qui est, on va dire, d'actualité. On en parle très souvent en France. Le deuxième sujet sera l'investissement, et puis le troisième, la croissance. Ça tombe bien, puisque donc pour des sociétés de taille moyenne ou un peu plus grande peut-être pour Orpea, ce sont, je pense, des sujets qui sont importants à aborder. Alors peut-être déjà une première question pour Orpea. Donc vous avez été créé, c'était en 89. Une IPO, je pense pas mal de gens s'en souviennent, c'était en 2002. Un parcours boursier, je pense, assez formidable. 6 € à l'IPO. Et 40 € aujourd'hui. Voilà. On a vu donc Orpea grandir, devenir le leader en France. Vous gérez, je crois, plus de 40 000 lits maintenant à travers 430 établissements. Un chiffre d'affaires cette année d'à peu près 1,6 milliard d'euros. Oui. Donc ça devient une entreprise de taille. Alors L'Oréal a dit tout à l'heure, il y a 5 minutes, c'était une petite entreprise. Alors je ne sais pas comment définir Orpea maintenant, mais globalement. Nous aussi, on est une petite entreprise familiale. Familiale, très bien. Alors première question. C'est comment arriver, sur le thème de l'innovation, comment arriver à se différencier, à innover dans ce segment. Ça n'a pas l'air évident comme ça. Quand on parle de segments qui sont très technologiques, on peut arriver à avoir quelques idées, mais dans votre secteur-là, dans votre secteur à vous, comment vous vous différenciez, comment vous innovez? Alors, c'est vrai que l'innovation dans la prise en charge de personnes âgées, dépendantes ou dépendantes en moyen séjour, je voudrais quand même rappeler que l'innovation n'est pas un facteur clé, c'est vrai, à l'origine, puisque c'était avant tout un métier de service et un métier d'humain, et que malheureusement, dans ce métier-là, l'innovation ou la technologie ne pourra jamais remplacer le service humain. Là où l'innovation est importante, c'est qu'elle vient apporter soit une aide pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs, soit pour améliorer la sécurité ou le bien-être des patients ou des résidents. Je pense que la meilleure façon, c'est d'illustrer comment l'innovation peut participer. Nous avons gagné, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a organisé un appel à projet pour ce qu'on appelle la télémédecine. Alors, la télémédecine est un sujet d'actualité dont on entend beaucoup parler. Qu'est-ce que c'est? On a gagné cet appel à projet. Dans nos cliniques, nous avons des médecins spécialisés dans différentes spécialisations, et dans nos maisons de retraite, on a des personnes âgées. La télémédecine permet de faire des diagnostics à distance sur ces personnes âgées. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant, donc c'est un système très compliqué, qui a été très compliqué en termes de logiciels, de logistique, etc., à mettre en place. Et pourquoi c'est intéressant? Et pourquoi la technologie vient à la fois améliorer le bien-être des résidents et aussi vient abaisser les coûts pour l'État? Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la télémédecine vient remplacer un déplacement d'un résident à l'hôpital, aux urgences. Premièrement, pour le résident qui est dépendant, qui est une personne très âgée, souvent ayant la maladie d'Alzheimer, un déplacement à l'hôpital est quelque chose de très perturbant. Donc, ça permet d'éviter cette perturbation. Et pour l'assurance maladie, ça permet de réduire les coûts également, puisqu'un déplacement aux urgences, ça coûte à peu près entre 600 et 800 €, alors qu'un acte de télémédecine va coûter à peu près 6 à 10 fois moins cher. Donc voilà un exemple en quoi l'innovation peut participer dans notre secteur. Et après, il y a toutes les notions de sécurité autour, par exemple, du bracelet électronique pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, où là aussi, il faut faire attention entre innovation, mais aussi respect de la vie privée, bien-être. Donc attention, chez nous, l'innovation, c'est important.
quelque chose qui peut participer, mais on n'oubliera jamais et on ne pourra jamais effacer la priorité qui est l'aspect humain. Alors peut-être au jour le jour, vous voyez, chez vous, on sait que ce sont des métiers de service, comme vous avez dit, service à la personne. Le sujet de la sécurité est aussi un sujet qui est extrêmement important. Enfin, je ne sais pas si c'est votre premier sujet, mais enfin, il doit faire partie de vos priorités. Sujets, oui. Comment vous les traitez? La sécurité, en effet, c'est confort et sécurité, ça va ensemble. Vous savez, dans notre métier, dans un métier de service, 24 heures sur 24, quand vous avez 30 000 collaborateurs, 45 000 patients résidents, la qualité, la sécurité, c'est le management de l'imperfection. La perfection dans notre métier ne peut pas exister. Donc oui, on a des procédures qui permettent aux gestes humains d'essayer d'être un peu standardisés, mais c'est le management de la perfection. Il peut arriver des choses, il arrive des choses, et notre devoir, notre savoir-faire, c'est essayer de faire qu'il en arrive de moins en moins et d'en tirer les conclusions. Sur la sécurité, aujourd'hui, voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, notamment, alors je reviens sur ce point-là, sur tout ce qui est malade Alzheimer, qui aujourd'hui, les malades d'Alzheimer, vous savez que c'est des gens qui ont souvent des vocations de fugue, donc il faut absolument éviter ces fugues, hein, parce que je rappelle qu'Alzheimer est un problème de maladie où on perd la mémoire courte, mais on conserve la mémoire longue, donc les gens veulent retourner où ils habitaient il y a 40 ans, donc ils essayent de fuguer. Donc aujourd'hui, il existe dans toutes les résidences retraites, Orpea ou pas Orpea d'ailleurs, ce qu'on appelle des unités protégées, c'est-à-dire c'est un étage ou une partie de la résidence qui est sécurisée, vous rentrez avec un digicode, et, vous ne pouvez pas en sortir. Donc, il existe aujourd'hui des projets, des développements sur le bracelet électronique. Maintenant, le bracelet électronique, il faut savoir où on le met, pourquoi on le met, comment est-ce que vraiment on suit la personne et où s'arrête la vie privée et où la limite entre la vie privée et la sécurité est un sujet clé. D'accord. Okay. Alors peut-être toujours sur ce sujet de l'innovation. Alors EOS Imaging, donc la société, vous êtes introduite en bourse, je crois que ça fait à peu près 18 mois, 2 ans, hein, 18 mois. Alors peut-être intéressant de revenir aussi sur cette histoire, parce que là on est vraiment dans une histoire assez extraordinaire sur le plan de l'innovation, peut-être de la recherche fondamentale, on n'en parle peut-être pas assez. Et là, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'avoir un exemple concret de société qui est partie vraiment sur de la recherche fondamentale et qui aujourd'hui est arrivé à un stade de développement assez intéressant, on en parlera tout à l'heure, qui est arrivé à un stade de développement beaucoup plus commercial. Mais peut-être, première question, l'innovation pour EOS, c'est quoi? Et si on peut peut-être revenir, faire un petit flashback sur le passé d'EOS pour nous raconter un peu cette histoire d'innovation pure. Oui, alors... Oui, donc EOS, c'est l'innovation beaucoup plus technologique, encore que s'il n'y avait pas les hommes et les femmes, l'innovation technologique se passait dans les laboratoires. Donc c'est également beaucoup des hommes et des femmes. Ça commence avec des inventions et on mélange souvent invention et innovation. Donc dans notre cas, ça commence avec une invention forte qui est le prix Nobel de physique de Georges Charpak, qui lui a été attribué pour sa capacité à inventer une technologie qui permettait de détecter des signaux extrêmement faibles qui nous viennent des confins de l'univers. Et ça, c'était il y a déjà assez longtemps. Il a eu son prix Nobel en 92. Et pour moi, c'est une invention, il ne s'agit pas d'une innovation. Là où nous avons commencé à innover, c'est au début des années 2000, quand on s'est dit que cette technologie pouvait permettre de détecter non pas les signaux infinitésimaux de l'univers, mais des rayons X dans le domaine médical, et qu'on allait en faire donc un appareil médical. Et là, je dis bien que c'est une innovation parce qu'au-delà de l'invention qu'on a amenée dans l'appareil médical, qui permet donc de faire de l'image du corps à très très basse dose de radiation, on a rajouté une autre invention. Ça ne suffisait pas, cette invention-là, elle était bien, elle est magnifique, elle permet de faire de la très basse dose, mais on s'est rendu compte qu'en fait, l'attente du milieu médical, pour ces examens de très basse dose, c'était l'attente des orthopédistes et des gens qui s'occupaient de regarder nos os, parce que c'était eux qui avaient des problèmes de dose, et qu'au-delà de besoin qu'ils avaient de faire des images basse dose, ils avaient aussi le besoin de faire des images à 3 dimensions. Donc on a ramené une autre invention,
qui est la capacité de faire avec 2 images simples, de faire du 3D, ce qui n'avait jamais été fait avant. Donc on a vraiment combiné 2 inventions pour faire une innovation très forte, qui est un matériel qui n'existe nulle part ailleurs, qui a été inventé en France et qui n'est pas reproduit, qui est breveté, qui est unique au monde et qui fait donc de l'image 2D, 3D, sans quasiment aucune irradiation, du squelette, et qui est donc dédié aux pathologies osteoarticulaires. Alors, ça ne prend pas un jour, hein, c'est un processus qui est un petit peu lent, donc qui a commencé au début des années 2000, qui s'est retrouvé sur le marché autour de 2008. Et donc là, en 2013, nous avons environ 70 ces équipements qui sont distribués par le monde dans beaucoup de pays. Et alors peut-être pour continuer avec vous sur ce sujet de l'innovation, vous l'avez dit, l'innovation c'est avant tout des hommes et des femmes bien évidemment. Comment faire pour attirer ces talents, avoir les bonnes personnes, puisque c'est vrai que il faut avoir des bons ingénieurs. Ces ingénieurs-là sont peut-être tentés d'aller à l'étranger, d'aller dans des grandes entreprises. Comment une société comme EOS arrive à attirer les talents et à les motiver justement pour ce projet d'entreprise? Alors déjà, on les fait revenir des États-Unis. Moi, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis, donc on peut tout à fait avoir envie de revenir sur un beau projet ici. On va aussi les chercher dans les grands groupes, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous, on a été chercher quand même pas mal d'ingénieurs dans un grand groupe d'imagerie médicale assez présent en France, avec un gros site à côté de Paris, que je ne citerai pas. Et puis, c'est quand même c'est un projet qui est extrêmement passionnant. Et au fur et à mesure de son avancement, je dirais, on commence avec des besoins d'ingénieurs, et puis on avance avec des besoins de cliniciens, ou en tout cas de spécialistes applicatifs, de spécialistes marketing, de spécialistes réglementaires. Et ceci se construit dans le temps, mais avec un projet qui se développe bien, l'entreprise devient extrêmement attractive. C'est beaucoup plus passionnant de travailler chez EOS Imaging, qui écrit sa feuille de route chaque jour avec un développement tout à fait fascinant, que ce soit en termes technologiques comme en termes de commercialisation, d'internationalisation, etc., que de travailler dans un grand groupe. Alors ça dépend des types de personnes. Vous avez des personnalités qui préfèrent la sécurité d'un grand groupe, mais on n'a pas eu de vraies grosses difficultés pour recruter des talents au féminin et au masculin, puisqu'on a une équipe effectivement qui est assez féminine, et on n'a pas vraiment de difficultés pour les garder non plus. Ok, merci pour ce premier thème sur l'innovation. Peut-être sur le deuxième sujet, sur l'investissement. Donc là, peut-être une première question à Orpea. Bon, peut-être juste une constatation au départ. C'est vrai qu'Orpea, on vous a vu grandir énormément, en croissance organique. Vous avez fait beaucoup d'acquisitions, des grandes acquisitions, des petites acquisitions. Vous êtes internationalisé en Europe. On parlera de la Chine dans 5 minutes si vous le voulez bien. Mais peut-être la question c'est, dans le futur, où est-ce que votre groupe va investir ses capitaux? Alors, on va continuer, depuis 2 ans, on a estimé qu'on allait devenir un groupe un peu plus international, donc on va plus investir à l'international, tout en continuant à regarder les opportunités qu'il peut y avoir en France, plutôt par des acquisitions très sélectives en France, puisque nous sommes dans un marché réglementé sur lequel, pour ouvrir une maison de retraite ou une clinique en France et dans beaucoup de pays européens, en tous les cas dans tous les pays où nous sommes, il faut une autorisation. Depuis un certain nombre d'années, il y a très peu de nouvelles autorisations en France. C'est la raison pour laquelle aussi on va à l'international. D'ailleurs, c'est un phénomène intéressant de voir que, pour une fois que la France ou que les sociétés françaises peuvent se prétendre d'être parmi les leaders européens dans un domaine, dans les maisons de retraite, les groupes de maisons de retraite français, Orpea et les autres, sont des modèles qui s'exportent bien, beaucoup, qui se développent beaucoup à l'international. Et c'est d'ailleurs seuls les acteurs français font ça. Donc je pense que c'est important de le signaler. Donc oui, on veut continuer à se développer à l'international dans des pays que l'on connaît déjà, sur lesquels on a commencé à se développer à l'international il y a à peu près 10 ans, dans des pays limitrophes tels que la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, où les besoins sont extrêmement importants. Nous, les besoins, c'est quoi? C'est la croissance des personnes âgées. Donc les besoins, ils existent partout et dans tous ces pays où l'offre est aujourd'hui assez peu structurée, c'est-à-dire là où on peut apporter notre savoir-faire en termes d'institutions, d'établissements, mais aussi en termes de savoir-faire de prise en charge des personnes très dépendantes.
Et en Europe, justement, comment vous choisissez les pays? C'est quoi? Ce sont des pays qui sont encore très très fragmentés, où vous voulez jouer un rôle de consolidateur? Quel rôle joue aussi toute la législation, la réglementation dans votre métier? C'est vrai que le fondement de notre activité, c'est la croissance des personnes âgées. Donc le nombre de pays, je dirais, il est quasiment illimité aujourd'hui. Parce que même, on en parlera plus tard, mais même dans des pays, entre guillemets, ce qu'on appelait les BRICS, ben, le vieillissement de la population s'impose à ces pays-là. Et j'imagine qu'il faut quand même un certain niveau de vie, non? Enfin, oui, le passage de je reste chez moi ou bien je paye pour aller dans un établissement. Je rappelle que on répond à un besoin qui ne peut pas être décalé et qui ne correspond pas vraiment souvent à un choix. Je vous rassure, à 85 ans, 85% des gens restent chez eux. Seuls 15% ont besoin d'aller en établissement. Et souvent, c'est quelque chose qui s'impose à la famille, d'ailleurs, de devoir aller en établissement. Et vous avez toujours une frange de la population qui a les moyens de payer une maison de retraite avec un standard de qualité un peu supérieur, que ce soit en Belgique, en Espagne ou en Italie. On est présent en Espagne ou en Italie, qui sont deux pays qui ont traversé une crise importante. Mais là encore, on oublie souvent qu'en Espagne ou en Italie, vous avez encore des gens, notamment âgés, puisque nous, notre résident moyen, souvent c'est une femme d'ailleurs, à 80%, parce que les femmes ont une espérance de vie supérieure, qui a 86 ans. Et les personnes âgées en Espagne ou en Italie, elles ont gagné, il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent ces 20 dernières années, en Espagne sur l'immobilier, en Italie, notamment en Italie du Nord, sur l'industrie, et tout l'argent n'a pas disparu. Aujourd'hui, le problème de ces pays du Sud, c'est plus le problème des jeunes, du chômage des jeunes des moins de 40 ans, que, donc là, vous avez encore du pouvoir d'achat, et vous avez des besoins, parce que ce sont des pays dans lesquels la prise en charge de la dépendance, en Espagne par exemple, c'est un bon exemple, elle a été développée notamment par les promoteurs immobiliers. C'est souvent le cas. Quand ça existe peu dans un pays, c'est les promoteurs. En Espagne, après avoir fait des centres commerciaux, des bureaux, des logements, ils se sont dit, personnes âgées, fantastique, allons-y, construisons des maisons de retraite. Sauf qu'une maison de retraite... Il faut les gérer. Il faut les gérer, et surtout quand on la construit, vous savez que nous, on construit nous-mêmes nos maisons de retraite parce que la direction médicale, elle intervient dès la conception des plans. Et donc, ils ont construit, ces promoteurs espagnols, très souvent, des éléphants blancs, des hôtels 5 étoiles, qui ne sont pas adaptés pour prendre en charge les personnes dépendantes. Encore une fois, si vous n'êtes pas dépendant, la plupart des gens restent chez eux. On peut faire un sondage dans la salle, partout dans le monde. Est-ce que vous préférez rester chez vous ou aller en maison de retraite? C'est pas la peine, je peux vous donner un résultat. Entre 99 et 100% des gens vont répondre « je veux rester chez moi ». Mais dans tous les pays, il y a malheureusement une frange de la population, avec le développement des maladies neurodégénératives, avec tous les produits, tous les efforts et tous les progrès qui ont été faits dans la chirurgie ces 10, 15 dernières années et qui continuent d'être faits. Aujourd'hui, on meurt beaucoup moins d'un cancer, d'une crise cardiaque, de choses comme ça. Donc on vieillit plus, mais parallèlement à ce vieillissement plus important, se sont développées des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et qu'il faut des structures pour prendre en charge ces personnes-là dans tous les pays d'Europe. Après, la réglementation est aussi un phénomène important. Nous, on s'est développé dans des pays, entre guillemets, à numerus clausus, donc où il y a un système d'autorisation, c'est un marché fermé. Et puis, dans des pays où l'offre n'est pas du tout structurée. D'accord. Vous pourriez aller sur des marchés qui ont des profils de vieillissement de la population, de niveau de vie équivalent aux pays européens, je ne sais pas, les États-Unis, où justement l'aspect réglementaire est une barrière ou, Alors, c'est le mauvais exemple. États-Unis, UK, deux très mauvais exemples. Pourquoi? Parce que c'est le secteur ultra libéral, ultra compétitif. Et on voit ce qui se passe, notamment au Royaume-Uni, où vous avez des groupes en difficulté, parce que dans tous les pays dans lesquels nous sommes, le secteur privé, c'est à peu près 20% du nombre de lits. Aux États-Unis, au UK, c'est 70-75% privé, donc une concurrence beaucoup plus forte. Et donc, il peut arriver aussi plus de difficultés à générer des profits et donc à investir, parce qu'on parle de profit, on parle de retour à l'actionnaire, mais je rappelle quand même qu'Orpea a investi ces 5 dernières années plusieurs milliards d'euros dans la construction de nouveaux établissements ou dans la restructuration, en achetant des établissements anciens, dans la restructuration d'établissements désuètes.
absolument. Donc non pour le UK, non pour les États-Unis. On reviendra tout à l'heure, hein, si vous voulez, bien sûr. On parlera de la Chine notamment, puisque c'est un de vos axes de développement pour le futur. Peut-être pour revenir sur, avec EOS Imaging sur un thème qu'on a trouvé intéressant aussi de partager ensemble, c'est le thème innovation, aide, subvention. Ça doit être important pour une société comme la vôtre. Quel rôle jouent ces aides dans votre développement? Et puis pour élargir peut-être un petit peu le débat, même question que pour Orpea, si vous deviez, nous donner quelques pistes de réflexion sur où est-ce que vous allez investir les capitaux que vous avez levés en bourse il y a donc 18 mois maintenant, voilà, quelles sont les pistes, les principaux projets que vous avez pour votre groupe pour les 2 à 3 prochaines années? Alors, pour ce qui est des aides, des subventions, c'est vrai que les développements technologiques reçoivent un certain niveau de support en France et en Europe en général, au Canada également, enfin dans à peu près tous les pays. On le dit plus ou moins, c'est plus ou moins avoué, c'est plus ou moins public, mais il y a quand même de l'aide d'abord à la recherche publique, il faut quand même commencer par là, et puis ensuite de l'aide aux entreprises qui développent des projets technologiques. C'est important, alors ça prend des tas de formes, hein. Il y a de la subvention pure, il y en a de moins en moins. On en a eu un peu, ce qu'on appelle de l'avance remboursable, typiquement BPI France met en place ce qu'on appelait avant OSEO, de l'avance remboursable qui permet de concourir au financement d'un projet à côté de fonds propres et qui est remboursé ensuite en cas de réussite du projet. Et puis, voilà, et puis bien sûr, il y a le dispositif majeur, hein, en France qui est extrêmement important, qui est le crédit impôt recherche. Je crois que sans cet ensemble de dispositifs, on aurait beaucoup plus de mal à développer des entreprises technologiques en France pour une raison simple, qui est que les capitaux disponibles sont quand même en assez petite quantité comparé aux États-Unis. Hein. Moi, quand je fais des benchmarks de la situation de capitalisation des sociétés comme la nôtre, si nous étions aux États-Unis, je pense que nous aurions été deux fois plus capitalisés facilement. Nous avons là levé environ 70 millions d'euros depuis, enfin un peu plus, oui, environ 70 millions depuis 2005. Et on serait facilement à 150-200 millions de dollars si nous étions aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'on fait avec des moyens plus réduits et qu'on fait également dans les phases amont, donc dans les phases initiales du développement, avec un certain niveau d'aide au développement technologique qui est vraiment bienvenu et qui est nécessaire et qu'il faut surtout pérenniser. C'est vraiment important. Juste avant de revenir à la deuxième question, peut-être toujours sur ce thème, comment vous analysez, parce que vous avez donc une très bonne vision du marché américain, la distinction entre les capitaux risqueurs américains qui investissent énormément d'argent dans des projets, alors que peut-être, j'imagine en France ou en Europe ou en France, la culture des capitaux risqueurs est peut-être un peu moins développée, où il y a peut-être moins de fonds qui s'intéressent à ce type de marché. Alors oui, c'est clair que de toute façon, le métier du capital risque est plus développé aux États-Unis. Surtout quand on parle du capital risque, je dirais spécialisé, parce que finalement, pour investir dans une société de biotech ou de medtech, il vaut mieux connaître un petit peu le métier. C'est-à-dire que le capital risqueur, je dirais très généraliste, a un petit peu plus de mal à faire à trouver ses candidats. Et c'est vrai que le ticket moyen nord-américain est plus élevé également. Hein, donc les tours de table sont plus élevés. Bon, alors après, moi je constate quand même qu'il y a une perdition de capitaux tout à fait excessive aux États-Unis, avec des sociétés qui, dans des phases très initiales, ont tendance à une surconsommation de capitaux qui n'est pas forcément nécessaire. Donc je pense qu'il y a aussi une possibilité de se développer avec moins de capitaux. Mais il est vrai que dans les phases initiales, hein, les 2-3 premiers tours, si on n'avait pas à côté des capitaux propres de l'aide à l'innovation, on aurait plus de difficultés. On aurait eu tous, enfin j'en ai quelques-uns dans le métier medtech à commencer à avoir des sociétés qui commencent à se développer et ça s'est beaucoup appuyé également sur ces aides. Et sur la thématique donc de l'emploi de nos capitaux. L'emploi des capitaux. Ouais, c'est très simple.
c'est du développement commercial. Donc nous avons le développement technologique, l'essentiel du développement technologique est derrière nous. Le matériel, il existe, il est vendu, et donc La recherche est faite. Maintenant, donc l'essentiel de notre développement et en fait, de nos efforts, que ce soit en capitaux, mais je dirais aussi en ressources humaines, et dans le temps, c'est le développement commercial. Donc nous avons en 2012, après l'entrée en bourse, commencé à augmenter notre investissement commercial en Amérique du Nord, qui commence à porter ses fruits, puisqu'on a de très beaux chiffres en Amérique du Nord cette année. Et en 2013, nous avons vraiment initié le déploiement commercial en Asie, avec, je dirais, à peu près tous les pays, sauf la Chine pour l'instant, qui est un pays qu'on garde un peu sur le... Avec Orpea, vous allez aller avec Orpea? Voilà, on va y aller avec Orpea. De toute façon, on s'adresse aussi beaucoup à beaucoup de personnes très âgées dans EOS Imaging. Et là, effectivement, on vient de rentrer, enfin, on vient d'obtenir l'autorisation réglementaire pour rentrer au Japon, qui est le deuxième marché mondial après les US. Donc, c'est surtout ce développement commercial. Ce qui ne veut pas dire qu'on arrête notre effort de R&D, puisque nous sommes dans des sociétés technologiques sur lesquelles on continue d'innover. On vient d'annoncer il y a 15 jours le fait qu'on était maintenant capable de faire des radiographies chez l'enfant avec la même dose d'irradiation qu'une semaine de vie sur Terre, puisque chaque jour, vous recevez, enfin quotidiennement, là, on reçoit tous des radiations qui nous viennent du fin fond des étoiles, et on est rendu avec maintenant, grâce à notre technologie, à pouvoir faire des examens sur l'enfant avec l'équivalent d'une semaine de vie sur Terre. C'est-à-dire quasiment rien, quoi. Donc on est vraiment au niveau très bas. Ça, c'est le résultat d'un effort d'innovation que nous continuons à mener, et c'est important que nous continuions à le mener. Nous sommes quand même une société technologique. Oui, juste sur l'homologation, quel est le temps entre le moment où vous obtenez une homologation sur un marché et le moment où vous pouvez commercialiser en le plus court, on va dire, là où vous avez fait le meilleur chrono? Alors, c'est éminemment variable, et donc, franchement, c'est éminemment variable entre, si vous voulez, par rapport à ce qu'on considère, nous, être un produit prêt, puisqu'on peut homologuer des versions successives, mais on peut être sur certains marchés avec des pays relativement simples en 3 mois. Et sur des pays complexes, je parle de la Chine en particulier, on est plutôt sur une gamme 2 ans. Donc voilà, ça demande effectivement de l'anticipation, de la parallélisation, enfin des choses que nous pouvons faire maintenant depuis que nous sommes cotés, et donc avec plus de capitaux propres, mais qui demandent beaucoup d'énergie. Oui. Et juste pour revenir sur le thème commercial, on comprend bien que donc l'entreprise est en train de passer à une phase qui est assez différente de la phase des 10 dernières années. Comment vous le gérez, enfin, en tant que président du groupe? C'est de nouveaux profils, une nouvelle culture peut-être, des profils qui sont différents, des commerciaux ne se sont pas des ingénieurs, vice-versa. Ça demande peut-être enfin, est-ce que c'est bon, bouleversement, je pense que le terme est un peu fort, mais est-ce que c'est quand même un changement dans la gestion de votre entreprise? Alors, il y en a eu avant, c'est-à-dire que si je repense l'histoire depuis la petite dizaine d'années d'existence de cette entreprise dans sa formation actuelle, je dirais la sortie du labo, on l'a effectuée en 2005-2006. Donc là, il y a eu un premier changement culturel qui est un passage vraiment d'une culture d'un petit groupe d'ingénieurs à une entreprise qui s'est organisée en termes de qualité, en termes de processus, voilà, quelque chose qui n'a déjà pas grand-chose à voir. Qui est vraiment une entreprise certes assez technologique, mais extrêmement, on a vraiment tout un environnement, encore une fois, de processus qui nous ont permis d'obtenir la marque CE en 2 ans, enfin des choses qui sont nécessaires de mettre en œuvre. Le deuxième, effectivement, changement culturel, bon, il est un peu plus progressif, il est depuis 2011-2012, où là, je dirais, notre contenu commercial, notre essence commerciale, marketing et commercial se développe. Bon, et ça demande effectivement des recrutements de têtes commerciales, ce qu'on a fait. On a été chercher quelqu'un chez Philips, on a été chercher des commerciaux américains avec des profils assez importants, assez soutenus dans l'imagerie médicale ou dans l'équipement lourd. Voilà, donc c'est quelque chose qui est plus progressif, mais c'est vrai que l'entreprise n'a évidemment pas grand-chose à voir avec ce qu'elle était il y a 6 ou 7 ans, mais c'est sûr. Alors peut-être pour terminer, une question sur la Chine. Alors pour être tout à fait franc, c'est vrai que quand j'ai découvert Orpea la Chine, j'ai dit non, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur dans le communiqué. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul. Hein? Vous n'êtes pas le seul. Ah bon, ça va, je suis rassuré.
J'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas Orpea. On parle de, alors soit on parle pas d'Orpea, soit on parle pas de la Chine, mais il y a un truc qui matche pas entre les deux. Et en fait, si. Donc c'est Orpea et la Chine. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette nouvelle aventure? Oui, alors, la première chose, c'est qu'Orpea, je vous dis, a commencé à se développer à l'international il y a à peu près 10 ans, et on avait toujours dit, on regardera d'autres pays, on a regardé les pays, on a commencé par les pays frontaliers, quand on se sera démontré que notre modèle réussit, en termes de prise en charge et en termes de profitabilité, dans les pays dans lesquels nous sommes allés. C'est chose faite depuis un peu plus de 2 ans, en Belgique, en Espagne, en Suisse. Donc on a commencé à regarder d'autres pays. Vous savez, une entreprise comme Orpea, on a une visibilité assez exceptionnelle de par les fondamentaux de notre secteur, de par une croissance embarquée et un réservoir de croissance de lits en construction de 8500 lits. Donc on a une croissance sécurisée et une visibilité pour les 3-4 prochaines années qui est déjà là, qui est sécurisée. Donc on se doit aussi d'avoir une vision à plus long terme, dans les 5-10 prochaines années. Donc on a commencé à regarder un certain nombre de pays. Je vais aller très vite. Sur la Chine, il y a 4 raisons fondamentales. Premièrement, il y a une explosion du nombre de personnes âgées, une croissance d'à peu près 35 000, anecdotiquement de 35 millions des plus de 80 ans dans les 20 prochaines années. Ils seront 150 millions en 2050, 5 ou 6 millions en France en 2050. En face, il y a une offre très limitée, voire inexistante, dans la prise en charge de la dépendance. Bien sûr que les promoteurs ont fait des villages seniors à 20 km des villes de 3 000 ou 4 000 lits. Bien sûr qu'ils ont fait des résidences-services avec des établissements de 800 lits. En moyenne, un établissement en Europe, c'est 100-150 lits. Mais pour prendre la prise en charge, le savoir-faire dans la prise en charge de la dépendance, rien. Donc deuxième facteur, une offre très limitée. Troisième facteur qui est clé en Chine, c'est une volonté des autorités et du gouvernement de faire appel à des acteurs étrangers pour développer des maisons de retraite puisqu'ils n'ont pas le savoir-faire. Et c'est un des rares secteurs dans lequel des acteurs étrangers peuvent se développer à 100% sans monter une JV avec un partenaire chinois. Et le quatrième élément qui est important aussi, c'est des changements socio-culturels. Oui, la tradition en Chine, comme en Asie, était de s'occuper de ses parents à la maison. Comme en Italie ou en Espagne, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, si dans un dîner en Italie, vous auriez dit j'ai mis maman dans une maison de retraite, on vous aurait dit dehors, tu es un fils indigne. Oui, mais la vie change. En Chine, vous avez l'effet de la politique dans l'enfant unique. Vous avez dans les grandes villes les hommes et les femmes qui travaillent de plus en plus. La taille des logements qui se réduit face à la hausse des prix de l'immobilier. Je pense que la bulle immobilière chinoise est assez connue. Donc, ce sont les mêmes facteurs qui ont fait que ce secteur s'est développé en Europe il y a 10, 15, 20 ans en fonction des... Voilà, donc c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était intéressant d'aller se développer en Chine. C'est un marché naissant, c'est aussi intéressant d'être parmi les premiers. C'est long, c'est complexe, mais on n'est pas pressé, on prendra notre temps, on ne veut prendre aucun risque. Mais ça offre dans les 5 à 10 prochaines années des opportunités de développement extrêmement importantes. Bon, des petites machines EOS dans les maisons de retraite en Chine, c'est possible? En Chine, oui. Dans les maisons de retraite d'Orpea, je ne sais pas. Mais la Chine, effectivement, on n'y est pas encore. Mais oui, on avance avec des partenaires chinois, surtout avec des hôpitaux. On a besoin de leaders d'opinion pour rentrer dans un nouveau pays. Donc ça s'est identifié. Comme on le disait, c'est un processus réglementaire qui est un petit peu long, donc c'est pas pour demain. Mais nous aussi, on réfléchit à... Nous avons créé ce qu'on appelle un gold standard en médecine, en orthopédie, en imagerie, un appareil qui est unique et qui est une référence. Donc on doit le mettre partout et on ne va certainement pas se priver de le mettre en Chine. Donc vous avez presque un prescripteur de référence qui est en train de se développer dans le pays. En tout cas, ça peut être pas mal. Oui, il faut 800 lits, c'est pas suffisant. Nous, on travaille sur les 5000 lits. Les hôpitaux vont 5 à 10 000. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. pour cette présence. Merci.